Donc, on va vous parler d'un projet qui s'appelle du laboratoire à la salle de classe, aider les enfants dyspraxiques. Alors là, je pense que vous êtes fatigués, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un projet européen qui inclut, comme vous voyez, plein de laboratoires. Diapositive suivante. Et donc, dans ce projet, en fait, on travaille avec le CNAM, il y a 2 laboratoires INSERM, il y a Alice qui était là tout à l'heure avec nous, qui est à Lyon, et mon laboratoire, le laboratoire Unicop, qui est le laboratoire de Stanislas et Ghislaine Dehaene. Il y a l'université of Limerick, donc en Irlande. Il y a l'université de Bologne, qui est en Italie. Il y a l'université de Surrey, qui est donc l'université de Judith. Il y a 2 universités espagnoles, l'université de Loyola et l'université d'Alicante. Et il y a une autre université anglaise qui est à Liverpool. Et puis il y a l'association Le Cartable Fantastique. Diapositive suivante. Donc, comme vous savez, scolariser des enfants dyspraxiques, ça devrait être une question majeure, puisqu'il y a quand même un enfant par classe concerné. Et donc, un des obstacles, c'est que les manuels scolaires sont au cœur des apprentissages, alors particulièrement en France, où c'est une volonté ministérielle quand même que les manuels scolaires soient utilisés dans les écoles. Et comme ils sont rarement adaptés, forcément, ça va devenir assez compliqué de suivre les mêmes activités que les autres élèves. Et donc, ça limite la participation de ces enfants en classe et ça crée une inégalité des chances, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas utiliser les ressources qui sont couramment utilisées en situation classe. Alors, il y a bien sûr des solutions qui existent, mais qui sont insuffisantes. D'abord parce que les adaptations, elles reposent souvent sur des initiatives individuelles. Il y a des enseignants, il y a des parents, il y a des ergothérapeutes qui vont adapter les ressources. Mais bon, si vous n'avez pas un parent qui peut le faire, ou une ergothérapeute, ou un enseignant qui décide de le faire, c'est pas adapté. Il y a les manuels numériques qui sont commercialisés. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi je me souviens quand ma fille était petite, il y a 15 ans, on nous disait mais non, mais vous inquiétez pas, les manuels numériques arrivent. Et en fait, les manuels numériques commercialisés sont arrivés et ça a été une catastrophe parce que c'était le manuel numérique en double page sur l'écran. Quand on zoomait avec CTRL+, ça partait comme ça, donc ça zoomait au milieu. Et en fait, les AESH, finalement, elles prenaient le manuel papier, elles l'agrandissaient parce que c'était une catastrophe ce manuel numérique. En fait, ça s'est pas tellement amélioré. C'est-à-dire que les manuels numériques commercialisés, pour beaucoup, ils sont assez peu adaptés aux difficultés visio-spatiales des enfants dyspraxiques. Et en plus, ils utilisent des interfaces qui sont souvent pas très pratiques pour les enfants dyspraxiques. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de poser une opération en colonne avec l'outil post-it des manuels, mais ça frise l'impossibilité en fait. Donc pour ces raisons-là, ces solutions ne vont pas nous convenir. Donc diapositive suivante. Est-ce que vous pouvez passer la diapositive d'après ? Donc, alors dans cette approche, au milieu de tout ça, il y a ce que j'appelle les manuels du Cartable Fantastique. Donc le Cartable Fantastique, c'est une association qui a été créée en 2010, qui s'est professionnalisée en 2015 et qui a pour mission de faciliter la scolarité des enfants en situation de handicap et plus particulièrement dyspraxiques et qui crée un certain nombre d'outils pour aider les enfants, très concrets. Et parmi ces outils et ressources, il y a les manuels du Cartable Fantastique. Donc typiquement, on va, vous voyez là, vous avez un exercice assez typique. Il faut compléter les phrases avec on ou ont. Donc souvent les enfants, il faut qu'ils écrivent toute la phrase et qu'ils complètent. Et là, on va transformer ça en exercice numérique. Et donc c'est exactement la même phrase, sauf qu'il n'y en a qu'une par écran. Ça, c'est pour gérer l'aspect visuospatial. Et pour gérer l'aspect moteur et dysgraphie, en fait, il suffit de cliquer sur le bon on ou ont, et ça complète la phrase. Donc, on répond aux besoins des enfants dyspraxiques comme ça. Le problème qu'on a eu au Cartable Fantastique, c'est OK, ça marche, ça aide les enfants, etc. Sauf que les premiers manuels, c'est moi qui les faisais l'été, pendant les vacances, parce que c'était ceux de ma fille. Puis elle a grandi, maintenant elle est en master. Alors, j'ai plus du tout envie de passer mes vacances à adapter des manuels scolaires. Et donc, j'ai essayé de recruter des gens pour le faire, ce que j'ai fait au début, quand on a professionnalisé en 2015. Et on s'est rendu compte que peut-être un petit peu moins motivé ou moins rapide, etc. N'empêche qu'il fallait 3 mois pour la personne salariée
salariés pour ça, pour adapter un seul manuel scolaire. Et vu le nombre de manuels scolaires qu'il y a en France, il aurait fallu que j'en embauche 50, quoi. Et donc je trouve des centaines de milliers de subventions. Donc assez vite, on s'est dit c'est pas la bonne solution. Il faut qu'on trouve une autre solution pour adapter les manuels tels qu'on sait le faire, mais plus rapidement. Donc ça, diapositive suivante, c'est l'objectif du projet européen, donc, qui est donc de s'assurer que les enfants dyspraxiques de primaire puissent accéder et utiliser des versions adaptées de manuels scolaires qui vont leur permettre de travailler de façon autonome en classe, malgré leurs difficultés d'écriture manuscrite et leurs troubles visio-spatiaux. Diapositive suivante. Donc, à la sortie de ce projet qui va durer 5 ans, on espère d'une part avoir un guide sur les pratiques d'adaptation validées scientifiquement pour les professionnels de l'éducation et de la santé, avoir une plateforme d'adaptation automatique des manuels scolaires d'études de la langue et de mathématiques de primaire pour les élèves dyspraxiques, avoir donc une banque des manuels numériques adaptés pour une utilisation en classe dans plusieurs pays, avoir une librairie sur laquelle on peut télécharger ces manuels, avoir un environnement d'apprentissage personnalisé pour les enfants, parce que certains ont besoin de lignes de couleur, certains préfèrent le noir, certains préfèrent l'Helvetica, certains préfèrent l'Arial, etc. Donc on veut pouvoir donner un environnement qui personnalise. Et ensuite, on a besoin que les enseignants puissent faire leur feedback, il faut qu'ils puissent corriger. Donc on a besoin qu'il y ait des outils pour les enseignants. Et on a aussi un aspect légal dont je vais vous parler. Je crois qu'on a bien entendu ce matin que l'homogénéisation de la question du handicap sur le territoire européen, c'est pas ça. Et bien, figurez-vous que pour l'exception handicap au droit d'auteur, c'est pareil. Typiquement, si les enfants en Italie dyspraxiques ne sont pas considérés comme en situation de handicap, je ne sais pas complètement comment ça se passera pour leur droit d'accéder à des manuels accessibles. Donc, c'est vraiment des questions importantes. Donc, le premier objectif, diapositive suivante, pardon, le premier objectif de ce travail-là, ça va donc être de cartographier les pratiques d'adaptation en Europe. Et donc le leader de ce work package-là, la leader, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce projet, c'est donc Melissa Prunty. Et donc on va faire ça dans tous les pays. Donc la première étape, c'est juste de prendre les manuels scolaires de tous les pays. Et donc là, on va plutôt faire ça en France avec l'expertise du Cartable et d'Isabelle Barbet au CNAM. C'est d'analyser systématiquement les types d'exercices qui existent dans les manuels scolaires. Alors on l'a déjà fait, nous, pour les manuels de français de primaire, mais on ne l'a pas fait encore pour les maths. Et on aimerait savoir si c'est pareil dans les autres pays. Est-ce qu'il y a des exercices à trous, des trucs à relier, etc., etc. Et à partir de là, on va modéliser les types d'exercices. Et en parallèle, on va essayer de collecter les pratiques existantes d'adaptation dans le cadre d'une démarche dans laquelle on va impliquer les jeunes dyspraxiques, leurs parents, des enseignants et des ergothérapeutes avec 2 outils, une enquête en ligne et des focus group. Et donc, on vous sollicitera en France pour que vous participiez à l'enquête en ligne, bien sûr, et pour que vous puissiez participer aussi à des focus group. Donc ça va être ça la première année qui démarre en septembre. Ensuite, le deuxième objectif, ça va être de valider scientifiquement des pratiques d'adaptation. Alors en France, il y a donc on va faire des études contrôlées en laboratoire, des études de psychologie expérimentale, pour voir si en fait les pratiques d'adaptation qu'on propose, par exemple les chiffres de couleurs différentes ou les lignes de couleurs, qui sont déjà utilisées par les professionnels de l'éducation et de la santé, elles fonctionnent. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est qu'on a constaté qu'il y a des exercices qui mettent de façon récurrente en difficulté les enfants dyspraxiques, parce que c'est problématique pour eux. Et donc, on va essayer d'identifier les stratégies pour les adapter. Alors, c'était la diapositive suivante, pardon. Vous ne l'avez pas vu? Ouais, voilà. Donc maintenant, on passe à la diapositive suivante. Donc en France, il y aura 2 études. Il y en a une qui se fera donc à Neurospin et une autre qui sera menée par Alice Gomez, donc à Lyon, qui sera en collaboration avec Jérôme Prado. Et puis il y a une étude en Irlande et en Grande-Bretagne qui sera menée par Melissa Prunty et Emma Sumner pour la Grande-Bretagne. Donc la première, c'est une étude sur les adaptations existantes, donc sans surprise, on compare toujours les enfants dyspraxiques, donc là ce sera de 7 à 10 ans, à des enfants contrôle. Diapositive suivante.
et encore celle d'après. Voilà, et donc on va regarder donc les adaptations pour la lecture et les nombres, et donc on va comparer une situation dans laquelle tous les chiffres des nombres sont en noir et une où ils sont colorés par exemple. Idem pour la lecture des textes avec des lignes de couleur et des textes standards, et on mesure en fait les temps de lecture, les nombres d'erreurs, les temps de réaction et les nombres d'erreurs dans la tâche avec des nombres, et on enregistre les mouvements des yeux. Diapositive suivante. Donc ça, c'est l'étude d'Alice et de Jérôme Prado. Et donc, en fait, Alice, elle a interrogé des jeunes dyspraxiques qui ont raconté 4 difficultés. Des difficultés à distinguer les numérateurs et dénominateurs dans les fractions. Difficile de savoir si c'est 4/5, 5 quarts, enfin bon, bref. Des difficultés avec les représentations non symboliques des fractions. L'apprentissage des fractions en France, il passe par les parts de pizza ou par des espèces de schémas comme ça. Pour les enfants dyspraxiques, ça n'évoque rien, ça ne les aide pas, et ils comprennent absolument pas comment on peut aller d'une pizza à des fractions symboliques. Donc c'est vraiment pas aidant, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à repérer que là, il y a 5/6 par exemple sur la pizza. Des difficultés avec les additions de fractions quand il faut déterminer un dénominateur commun, parce que comme il y a des difficultés avec le numérateur et le dénominateur, c'est compliqué. Et des difficultés pour convertir les fractions en nombre décimal, parce qu'il faut compter le nombre de zéros après la virgule, et ça, c'est pas complètement simple pour eux. Et donc, diapositive suivante, elle va faire une étude avec 30 enfants dyspraxiques un peu plus grands, de 8 à 11 ans, et 30 enfants contrôle. Et diapositive suivante, là je ne vais pas vous détailler parce que j'espérais qu'elle serait là pour expliquer ça, mais en gros on va essayer de comparer un certain nombre de situations. Vous voyez par exemple ici, il y a des fractions en noir alors qu'en dessous, elle utilise une norme de couleur. Voilà. Elle va aussi essayer de voir si quand on met en symbolique, ils sont plus capables de déterminer, là il faut matcher, il faut dire que 2/3 et 4/6 c'est la même chose, et normalement il y a la même chose en non symbolique, c'est-à-dire ces espèces de barres, et donc ce qu'on attend comme résultat c'est qu'ils soient capables éventuellement de faire cette comparaison là en symbolique, mais pas du tout quand on passe au non symbolique. Diapositive. Alors, je ne vous décris pas l'étude d'Irlande parce qu'on ne vous sollicitera pas pour ça, mais je vous en dis juste un mot. Donc, Melissa Pruntis est une experte de l'écriture manuscrite chez les enfants dyspraxiques, entre autres. Et donc, un des constats, c'est que les tâches d'expression écrite qui existent dans les manuels, à la fin, ça pose un problème pour les enfants dyspraxiques à plein de niveaux. Et donc, on essaye de comprendre, elle va essayer de comprendre s'il y a un outil qui est meilleur, c'est-à-dire est-ce que finalement, il vaudrait mieux les laisser écrire à la main, et est-ce qu'il vaudrait mieux qu'ils tapent au clavier, ou est-ce qu'il faudrait mieux qu'ils fassent de la dictée vocale ou qu'ils dictent un adulte. Donc, elle va comparer en fait les conditions avec des tâches un petit peu similaires, possible que ce soit différent d'un enfant à l'autre. Diapositive suivante. Donc ça, c'est la partie technologique qui se fait essentiellement à Bologne, mais en collaboration avec le CNAM et en collaboration avec l'INSERM. Et donc, le but de ça, c'est de sortir avec une plateforme qui part du PDF que nous donne Platon en France, qui est un site sur lequel les éditeurs ont l'obligation de déposer immédiatement à la sortie du manuel scolaire, pour le manuel scolaire, le PDF de ce manuel scolaire, et que les organismes agréés, comme le Cartable Fantastique par exemple, peuvent récupérer pour adapter un manuel. Donc l'idée, c'est que on rentre en fait ce PDF, on extrait son contenu, on catégorise les exercices en disant ça c'est un exercice de type identification, par exemple recopie les phrases et souligne le verbe. Nous on va le transformer de façon systématique dans ces phrases, clique sur le verbe, et ce sera vrai si c'est clique sur l'adjectif, clique sur, etc. On va décliner, donc il y a un type d'exercice de ce type-là, avec cette adaptation systématique, et donc il faut que les modèles qu'on utilise, qui utilisent de l'IA, soient capables de nous dire quel est le type de l'exercice et quelle adaptation doit être faite. Et ensuite, il y a une adaptation avec soit l'IA pour certains, comme les choix multiples, soit tout simplement
des règles simples de transformation. Ensuite, à partir de là, il va y avoir une librairie, donc une plateforme de livraison en fait. Si jamais le portail qui doit exister en France pour tous les enfants en situation de handicap et pour toutes les personnes en situation de handicap se met à délivrer les manuels, bien sûr, on les mettra sur cette plateforme, mais bon, là, je ne sais pas. Pour le moment, ce type de plateforme dit juste où vous devez les récupérer. Il y aura une sortie de manuels adaptés, donc on en prévoit une centaine quand même. Et puis ensuite, il y aura cet environnement d'apprentissage avec une personnalisation et des outils pour les enseignants. Diapositive suivante. La dernière étude, donc je vous ai dit que c'était en Italie, je ne vous ai pas dit qui dirigeait, c'était Angelo Di Iorio. La dernière étude, elle est donc le dernier Work Package. L'avant-dernier, pardon. Il est dirigé par Judith Gentle. Donc, et l'idée, c'est de valider l'usage des manuels adaptés en classe. Une fois qu'on a ces manuels, on veut quand même savoir si, en situation classe, même si on les a déjà testés en France, mais on voudrait savoir si ça répond bien aux besoins des enfants et des enseignants. Et donc, on veut faire une étude sur toute une année scolaire. En France, en Grande-Bretagne et en Irlande, en étudiant à la fois l'impact sur la fatigue, l'estime de soi et la qualité de vie des enfants. Est-ce que c'est mieux avec ces manuels-là? Une évaluation sur l'impact sur la qualité de vie des parents et une évaluation sur le sentiment d'efficacité des enseignants. Diapositive suivante. Donc pour ça, on fait une étude en classe qui débutera en septembre 2028 sur toute l'année scolaire. Donc qui concernera des enfants dyspraxiques de 8 à 11 ans, des parents, des enseignants. Donc là aussi, on vous sollicitera avec des questionnaires validés. Puis au milieu de l'année, on essaiera de voir avec les enseignants, d'avoir un entretien pour essayer de comprendre ce qu'ils ont à en dire. Et donc c'est 10 enfants dans chaque pays. Diapositive suivante. Donc le dernier objectif, c'est un objectif légal. Donc vous avez vu que les aspects légaux liés au handicap, ils sont compliqués au sein de l'Europe puisqu'on a le droit à une disparité entre tous les pays. Donc ce qui est européen, c'est que les personnes en situation de handicap doivent pouvoir accéder à des ressources adaptées pour eux. Ça, c'est voilà. La question, c'est la mise en œuvre dans les pays. Donc là, on est allé chercher des légistes, parce que là, par contre, c'est un vrai casse-tête d'aller regarder quels sont les textes de l'exception handicap au droit d'auteur dans les différents pays européens, avec comme scope, est-ce que les enfants dyspraxiques pourront y accéder ou pas. Et donc l'idée, c'est de faire des recommandations à la communauté européenne pour une certaine homogénéisation et pour aller plutôt vers le haut, s'il y a des endroits où c'est plus simple. Par exemple, en France, finalement, maintenant, c'est assez simple parce que toute personne qui a une difficulté à lire, elle n'a plus besoin d'une reconnaissance de handicap. Je ne sais pas où est Diane, mais ça a été une lutte quand même assez importante puisque au début, le premier décret, il fallait avoir un taux de 80% de handicap, autant dire qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants dyspraxiques qui sont concernés, ou alors avoir un certificat d'ophtalmo. Et là non plus, on n'était pas vraiment concernés. Donc maintenant, chez nous, c'est assez simple. Il suffit de dire je ne peux pas lire ou utiliser mon manuel en raison d'une situation de handicap, sans pour autant être obligé d'avoir un dossier à la MDPH. Et l'autre question qu'on va étudier, c'est qu'on utilise quand même de l'IA pour des manuels sous copyright. Et donc, il y a des questions qui se posent et pour lesquelles on n'a pas de réponse. Diapositive suivante, et ce sera la dernière. À la fin de tout ça, en plus de toutes les sorties que je vous ai données tout à l'heure, c'est-à-dire les manuels scolaires et tous les logiciels, voilà, on aura fait des tutoriels et des démonstrations vidéo sur les manuels adaptés et sur l'environnement d'apprentissage, une version pour les adultes et une version pour les enfants, à chaque fois dans chaque langue. Il y aura bien sûr des webinaires pour qu'on puisse expliquer tout ça. Il y aura des sessions de démonstration en direct pour les enfants, les enseignants et les AESH, les parents, les ergothérapeutes. Le but, c'est d'aider tout le monde à s'emparer de ces outils-là. Et enfin, il y aura un MOOC fait avec le CNAM sur la dyspraxie, les adaptations et sur les outils.
Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Caroline. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a un petit peu de temps? Oui. Je suis Anne-Sophie Renaud, je suis enseignante spécialisée en RASED, bénévole à DFD Lorraine. Est-ce que cet accès au manuel adapté rentrerait dans les manuels accessibles quand une classe, par exemple, a des manuels pour sa classe, enfin, quand on commande, nous, les manuels scolaires, ça voudrait dire qu'on aurait accès aussi à un manuel adapté pour les élèves de la classe, ou est-ce que ça serait simplement un manuel que les familles demanderaient, par exemple, avec notification MDPH? Il n'y a pas besoin de notification MDPH, les enseignants ou les parents peuvent demander. Après, dans un monde idéal, il faudrait que quand on commande les manuels standards, on puisse commander en même temps au même endroit. Nous, on est d'accord pour les donner aux éditeurs, le manuel adapté. C'est pas comme ça pour le moment. Mais c'est parce que c'est pas organisé comme ça pour le moment. Et voilà. Donc je ne sais pas si un jour ce sera comme ça. Pour le moment, j'ai bien peur qu'il faille passer par les organismes de diffusion agréés ou ce fameux portail national, si effectivement il inclut aussi une livraison des manuels, un téléchargement, voilà. Parce que, moi, quand j'avais ma classe, quand j'avais équipé ma classe de manuels, j'avais accès au manuel numérique. Ça pourrait en rentrer dans ce système-là, en fait. Si on équipe la classe, on peut avoir accès aussi au manuel adapté. Ben non, parce que c'est pas le même guichet. Quand vous achetez un manuel numérique, vous achetez un manuel numérique chez l'éditeur. Donc moi, je ne peux pas obliger l'éditeur à distribuer des manuels adaptés pour les enfants dyspraxiques. S'il ne veut pas, il ne le fera pas. Je ne peux pas. C'est pas les mêmes... soit il y trouve son intérêt, il le fait, soit il le fait pas. C'est pas la voie, en tout cas, qui est préconisée actuellement par la loi, en tout cas. Et ça ne pourrait pas rentrer dans le système de la BNF avec sa plateforme de livres La BNF, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. La BNF n'a jamais fournit des manuels aux enfants. Non, je ne parle pas des manuels, je parle des livres, des romans, etc. Certaines bibliothèques sont adhérentes à cette plateforme. Certaines, j'ai dit certaines. Et elles peuvent soit télécharger, les parents modifient, soit elles-mêmes peuvent modifier les livres. Est-ce que les manuels scolaires ne pourraient pas faire partie de ce portail ? Bien sûr, les manuels scolaires font partie de ce portail, mais alors je redis, la BNF, elle ne s'adresse qu'aux organismes qui ont un agrément. Donc il y a des librairies, des bibliothèques qui ont un agrément, comme le Cartable Fantastique, et ils sont censés quand même faire une transposition sur les manuels. Après, ils peuvent récupérer des manuels déjà adaptés, mais il y a de toute façon un tiers. Ça ne va jamais directement jusqu'à l'enfant. On ne peut pas, en tant que parent, se connecter sur ça. Donc... L'organisme adhère à la plateforme. Oui, donc après on peut décider que toutes les écoles adhèrent à la plateforme. Moi, je ne sais pas, mais c'est vraiment des décisions politiques où, encore une fois, il y a cette histoire de portail. Normalement, il y a un portail national qui doit être mis en place. On ne sait pas encore quel va être exactement le périmètre. Est-ce que ça va être juste recenser les endroits où on peut récupérer les manuels, ou est-ce qu'ils vont mettre tous les manuels là-bas, ce qui éviterait aux familles de... Alors nous, la dyspraxie, il n'y a pas beaucoup d'associations, mais pour les enfants aveugles, il peut y avoir 12 associations, 12 manuels, 12 associations différentes, avec 12 règles différentes. Certains sont payants, certains ne sont pas, certains envoient, enfin bref. Oui, une petite question. Bon, déjà, c'est effectivement très intéressant de mettre l'IA au profit des dyspraxiques. C'est une très bonne idée. Et une question sur l'évaluation de la méthode. Ça sera une évaluation qualitative ou, je vais dire, quantitative avec un
public témoin pour comparer ou La dernière étude, Oui, celle en classe. oui. Micro. Caroline. C'est pas parce que il n'y a pas de groupe témoin que c'est forcément qualitatif. Donc là, c'est quand même assez quantitatif puisqu'il y a un certain nombre d'échelles et donc. Mais après, c'est pas une étude avec un groupe témoin, un groupe pas témoin. D'abord, tout simplement parce qu'on n'a ni le temps ni l'argent en fait là. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de. Je pense que j'ai soumis le projet d'une évaluation des outils du cartable, hein, dans lequel il y a les manuels, déjà 2 fois. Ça n'a jamais été financé, mais une étude comme ça, il faut quand même, je sais pas. Au moins 60 gamins dans chaque groupe, si on veut regarder, ça coûte 500 000 €. Donc je ne sais pas si quelqu'un va financer ça un jour, quoi. Mais en tout cas, nous, on ne pouvait pas là. C'est pas possible. Moi, j'ai une petite question. Les modélisations, elles sont pensées spécifiquement pour le TDC, mais par exemple, est-ce qu'il y a des modélisations sur les aspects attentionnels, vu que beaucoup d'enfants l'ont, par exemple, l'IA repérerait qu'il y ait une double consigne et hop, séquencerait, voilà. Est-ce qu'il y a des aspects d'ordre prise en compte du trouble attentionnel? Alors, nous, on ne part pas complètement là-dessus, mais il faut savoir qu'une fois que tu as extrait les exercices, que tu as catégorisé, après, nous, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'on peut utiliser des modèles différents pour d'autres troubles. Par exemple, on peut transformer en braille. Une fois qu'on sait où est la consigne, on peut décider qu'on s'intéresse à toutes les doubles consignes ou à toutes les consignes qui sont à la forme passive, qui gênent plein d'enfants, etc. Et que dans ces cas-là, on reconstruit les consignes. On peut tout à fait ensuite rajouter des choses. Après, nous, on a vraiment focalisé sur ce qu'on fait actuellement parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais une fois que ça, c'est fait, la vraie, c'est pas si compliqué de rajouter des consignes particulières, y compris dans la couche environnement personnalisé. Tu peux très bien dire ne mets pas de phrases passives, ne mets pas des consignes, transforme toutes les consignes qui sont en une phrase de 10 mètres en 2 phrases. Enfin, on peut, c'est possible. Mais nous, on n'aura pas le temps de le faire. Mais après, ça sera en open source. Et une fois que c'est en open source, il y a plein de gens qui peuvent s'en emparer. Donc l'idée, c'est je pense qu'il faut qu'on fasse la preuve de concept, que ça marche sur ce que nous, on sait faire, c'est-à-dire la dyspraxie. Et après, il faut développer, en fait. Merci. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je balaye la salle. Non, c'est bon. Merci beaucoup, Caroline, pour la présentation de ce projet, qui est un gros projet, qui a dû nécessiter une énorme préparation, j'imagine. Il y a beaucoup de travail derrière encore. Il y en a pour un moment. Bon courage. En tout cas, DFD sera présente si besoin pour recueillir des données de famille, etc. Tu sais que tu peux compter sur nous. Merci. Ça sera avec grand plaisir. J'avais une dernière question à vous poser à toutes les trois. Je ne sais pas si Judith est encore en ligne. Ce matin, j'ai demandé aux représentantes associatives de l'Irlande, donc Charlene qui est là, puis d'Italie, Erika Certosino, quel serait à leur avis le principal travail de recherche à mener en faveur de la dyspraxie. Donc elles ont répondu en tant que représentantes associatives et vous en tant que... Alors Carolina est sur un gros projet, mais en tant que chercheuse, dans les années à venir, quel serait le gros projet de recherche à mener? Alors moi, je pense qu'il y en a 2. Voilà. Donc moi, si je pouvais, il y en a 2. Et moi, je pense que c'est vraiment le désert sur toutes les évaluations de ce qu'on peut faire en classe pour aider les enfants. Il n'y a aucune étude. Donc on est dans un flou absolu et je pense que c'est vraiment un problème. Parce qu'on ne sait pas, par exemple, l'impact qu'a la mise en place d'un ordinateur. Enfin, je veux dire, on en déduit empiriquement, mais en fait, on ne sait pas quelles sont les caractéristiques des enfants que ça aide, quelles sont les caractéristiques des enfants que ça aide pas tant que ça. Et donc là-dessus, il y a vraiment zéro recherche. Donc c'est vrai que ce projet-là, il y participe, mais je pense qu'il y a plein d'autres projets qui pourraient être faits. Et l'autre, c'est donc, je pense que certains
d'entre vous ont vu qu'on avait fait une étude avec Émilie Capet et Léa Chowski sur l'impact de la dyspraxie des enfants sur les parents et en particulier sur la qualité de vie. Essentiellement des mères, parce que c'est elles qui ont répondu. Et donc, on a montré qu'il y avait une baisse de la qualité de vie sur toutes ces composantes, physiques, psychologiques, de sociales, enfin bon, bref, et une augmentation de l'anxiété et des symptômes dépressifs. Quand on regarde qualitativement ce qui apparaît, c'est certes, il y a l'école qui est quand même un sacré combat pour n'importe quel parent, mais il y a surtout un manque total de soutien, en fait. Personne ne soutient. Alors, il y a bien sûr les associations de famille, mais bon, voilà. Mais autant les professionnels de santé, souvent, ils voient les familles au mieux une fois par an. Les enseignants ne soutiennent pas, l'entourage ne soutient pas non plus, parce qu'un certain nombre de fois, ils ne comprennent pas. Et donc, ça fait un isolement qui est quand même assez compliqué et très lourd à porter. Donc, ce sentiment d'isolement, il y a dans d'autres pathologies, comme le TDAH, il y a quand même des groupes de parents thérapeutiques, je veux dire, qui ont été mis en place, qui ont été évalués. Et moi, je pense que la recherche sur les groupes thérapeutiques pour soutenir les parents, elle est manquante, quoi. Il n'y a rien qui a été construit là-dessus et il faut vraiment s'y pencher parce que on ne peut pas continuer à avoir des mères qui font des burn-out systématiquement. Merci Caroline. Je vous donne la parole, Judith. Quels seraient les travaux de recherche à mener en priorité là, pour les mois, voire les années à venir? Une question délicate. Well, I would think adult, we need a lot more research in the implications of DCD in adulthood, which is an area that there is a few bits of research. But I think particularly looking in education and in employment, I think there's just so little known. But I think my main area is that we need to raise awareness throughout, particularly with teachers, and get them engaged. So that might not be necessarily research, but it's share. I mean, we know what we need to share, but somehow we need to get people engaged in education, as they are so engaged with ADHD and autism spectrum disorders. Why are they not as engaged with DCD? I mean, that's maybe the research. Why is it that they're not engaged with this? Do they just think it's a movement coordination disorder and it doesn't matter? So we need to, spread the word of what we know. I think we've got stuff to spread, but also I think my other passion is to improve employment possibilities for individuals with DCD, because so often I hear that these individuals are getting qualifications, they're getting to university having had no support. They're so intelligent to have got that there, and yet they're in very menial jobs in porters or just doing very menial work because we make judgments about uncoordinated movement that isn't always favourable and isn't always accurate. Merci Judith. Même question à Domitille. Quelle priorité en matière de recherche à mener? Alors, j'en vois plusieurs. Je dirais en effet le devenir à long terme, parce que c'est vrai que c'est un trouble qui est diagnostiqué finalement depuis relativement peu de temps. Donc, les études sur les adultes, elles sont un peu inquiétantes. C'est vrai, mauvaise insertion, trouble anxio-dépressif. Donc, je me dis que maintenant qu'on fait mieux et qu'on essaye de faire mieux et qu'on prend en charge les enfants, essayer de les suivre longtemps et de voir qu'est-ce qui est corrélé à un meilleur pronostic et qu'est-ce qui change leur trajectoire, ce qui rejoint en effet qu'est-ce qui marche vraiment et quels sont les aménagements qui sont vraiment efficaces et pourquoi. Et la deuxième chose, pour moi qui me tient à cœur, c'est en effet l'outillage des parents. Donc je me lance dans mon service sur une éducation thérapeutique où je vais développer un module pour le TDC, mais c'est pas encore créé, c'est parce que c'est vrai qu'il y en a très très peu en France. Et en consultation, on dit très rapidement, ne surentraînez pas les gestes de votre enfant. Enfin, on donne des billes comme ça, mais en fait, il y a tellement de choses à dire et à faire. Et on sait que l'impact de ce trouble, avant tout, c'est l'estime de soi fragile et c'est les impacts qui sont en fait très invisibles de ce trouble. Et pour détricoter ça, il faut vraiment beaucoup de temps d'éducation et vraiment d'outiller les enfants et les parents. Donc, j'essaierai du coup de faire des mesures de stress parental avant et après et j'espère que ce sera efficace. Et le
troisième point, pour moi, c'est la physiopathologie, c'est-à-dire qu'on connaît encore mal les causes physiopathes de ce trouble. Et du coup, je vais inclure les enfants 3 et 4, qui sont maintenant grands, qui ont maintenant entre 18 et 25 ans, dans une IRM fonctionnelle avec l'équipe de l'Institut du cerveau et la Salpêtrière, avec des tâches de proprioception, schéma corporel et plein de choses importantes et intéressantes pour essayer d'avancer sur les mécanismes physiopathologiques du TDC. Merci à toutes les trois. Vos interventions montrent qu'il y a encore du pain sur la planche en matière de recherche et qu'on n'est pas encore arrivé au bout. Vous avez encore du travail devant vous et vous pouvez compter sur les associations pour participer à ce travail dans la limite de nos moyens. Je retiendrai aussi 2 termes, moi, finalement, de cette journée, en lien avec cette question internationale, européenne, c'est l'harmonisation. Et puis la sensibilisation, un terme qui est revenu aussi très souvent, ce qui me permet de donner la parole à Madame Keller pour la conclusion de cette journée, qui nous fait le plaisir, je sais, avec un agenda très chargé, de venir clôturer cette journée au Parlement européen. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très heureuse, très touchée d'avoir été invitée, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les administrateurs, pour la fin de cette journée. Je n'ai assisté qu'à une petite partie, tout à la fin. J'étais très impressionnée par l'échange, sauf à la fin, j'ai complètement décroché sur l'IRM du cerveau. Là, il y avait trop de mots que je ne comprenais pas. Mais l'échange de grande qualité entre les personnes concernées, leurs familles et vous, chercheurs, sur ces sujets, je pense que c'est une belle, c'est une très très belle collaboration, une reconnaissance de votre travail et aussi pour vous une mise à disposition de vos travaux, donc source aussi d'espoir, de dynamisme. C'est pas une fatalité, on peut faire des choses et vous le faites et vous y réfléchissez. J'inclus bien sûr la collègue. Elle est Irish, elle est ou anglaise? Anglaise. Elle est anglaise. Et les autres Européens que vous avez écoutés, entendus ce matin. J'ai lu un peu vos documents et j'ai appris qu'il y aurait 25 millions de citoyens européens qui seraient touchés par la dyspraxie, le trouble de la coordination. C'est un sujet évidemment important, mais même si c'est pas 25 et c'est 20 ou c'est 15, voilà, ça l'est tout autant. Donc je suis très heureuse que vous ayez pu être accueillis ici au Parlement européen, votre maison, la maison de la démocratie européenne, pour tenir votre colloque. L'idée, c'est vraiment que cette maison qu'est le Parlement européen puisse accueillir des échanges entre Européens, entre Français, entre personnes qui sont rassemblées par un thème, ici la dyspraxie, mais qui envisagent de coopérer, de travailler, de se connaître, d'échanger. Enfin, c'est ça qui fait la vie de la démocratie. Alors la santé, c'est pas une compétence historique de l'Union européenne, malheureusement. Mais avec la crise du Covid, on a réalisé que voilà, on avait d'immenses marges de progrès parce que c'est comme ça. Les maladies ou les difficultés, elles s'arrêtent pas aux frontières. C'est pas comme ça que ça marche. Donc on a pris conscience de l'importance de coordonner sur les questions de santé et de handicap. Ainsi, depuis cette mandature, la commission santé du Parlement est devenue une commission de plein exercice. On progresse, on part de très bas, donc on a beaucoup de marge de progrès et je crois qu'on a énormément à apprendre, comme sur beaucoup d'autres sujets, mais peut-être sur la santé, comme on est en retard, encore plus, sur simplement les échanges de bonnes pratiques en Europe. Ce qui se fait ailleurs, après tout, on est différents, mais on se ressemble, donc ce qui se fait ailleurs est peut-être quelque chose qu'on peut reproduire chez nous ou adapter ou qui peut donner des idées. Donc c'est une méthode de travail appuyée sur le dialogue, la coopération qui est très riche et je vous remercie que vous l'ayez pratiqué sur ce thème spécifique de la dyspraxie aujourd'hui au Parlement européen. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter un peu le Parlement. C'est bien dommage. Alors ça va fermer à 18h, il faut que je sois courte pour vous permettre de tourner un peu. On est 720, on essaye de construire des lois, de construire un budget qui va dans le sens d'une bonne coopération, d'une politique extérieure forte, que nos étudiants découvrent l'Europe grâce au programme Erasmus, que les chercheurs se rencontrent sur la dyspraxie ou sur autre chose et des projets communs grâce au programme Horizon, qu'on continue à soutenir nos agriculteurs parce qu'il faut une agriculture qui nous alimente,
polluantes et qui respectent l'environnement. On conduit des politiques sur les sujets aussi de pauvreté et de construction de logements. Enfin, beaucoup de sujets. Moi, je m'occupe de budget et ça met en rapport aussi les priorités. Il y a tant de choses à faire et tant de stratégies où on peut être plus fort quand on agit en européen. En tout cas, vous vous êtes engagé sur ce sujet particulier, mais ça vous donne l'occasion de rentrer, de mettre un pied dans cette Europe que j'ai la chance de connaître au quotidien et d'y participer. Merci pour cette démarche. Je pense que c'est, alors que la difficulté peut conduire à se replier sur soi, cette ouverture est une belle démarche. Et je voudrais dire aussi que regardez les problèmes que peuvent rencontrer certains de nos concitoyens, ça nous conduit à peut-être avoir un autre regard sur l'autre, et un regard sur la différence, qui est une belle source d'ouverture, d'accueil et d'enrichissement. Donc je voudrais vous remercier d'avoir eu cette démarche, vous donner 10 minutes pour visiter le Parlement en express et vous dire en tous les cas qu'il est ouvert, si vous restez à Strasbourg demain, il est ouvert de 9h à 18h, c'est ouvert à tous les publics et vous pouvez vous balader, il y a une petite présentation, on peut voir l'hémicycle et voir comment on est organisé en termes de groupe européen. En tout cas, bravo, je salue votre engagement associatif, votre engagement de chercheur, chacun à votre place et votre volonté de dialogue et d'ouverture. Bravo à tous. Bien, merci. Avant de nous séparer, je voudrais faire des remerciements. Si vous remercier, Madame Keller, malgré votre agenda chargé, d'avoir passé un moment avec nous. Remercier toutes les intervenantes qui étaient là en présentiel, qui étaient en visio. Je voudrais remercier les membres du conseil d'administration qui ont travaillé sur l'organisation de cette journée. Ça fait 1 an qu'on a commencé à l'organiser, donc l'année passe vite, ça passe très vite, 1 an. Remercier les membres du comité scientifique aussi. Alors, certaines étaient intervenantes aussi, avec qui on a travaillé sur ce projet. Puis on n'a pas fini, comme on a dit, c'est une étape, c'est pas un aboutissement, donc il y aura encore du travail derrière pour savoir comment on peut faire avancer les choses, comment certainement on sollicitera l'Europe aussi pour progresser sur ces questions-là. Je voudrais remercier l'équipe d'interprètes qui était présente aussi toute la journée. Un grand merci à elle, à ces 4 dames. Et puis un merci vraiment spécial aux équipes du Parlement européen avec qui on travaille depuis 1 an pour l'organisation de la journée, que ce soit pour la technique, que ce soit pour l'intendance, pour l'administratif, et un merci spécial à Teresa Gesslinger qui a coordonné tout ce travail. Donc un grand merci à vous, Teresa, pour cette journée. On va devoir se séparer, aller visiter très très vite, 11 minutes, ça va pas être facile. En tout cas, merci beaucoup à vous et à bientôt. Et bravo à vous.